il y a toujours de l'intuition. La science elle-même est toujours insuffisante pour pouvoir nous donner des guides extrêmement clairs. Hiérarchiques, non pas de connaissances, mais hiérarchiques de biais commercial qui passent de la compagnie au consommateur pour que le consommateur, on lui vende un produit valorisé qu'on arrive à vendre très cher parce qu'il a des technologies intégrées, de l'amorti, des antipronateurs, des plaques de carbone et ainsi de suite, pour faire quelque chose qu'on ne sait même pas si la chaussure fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les blessures? Et j'ai envie de te donner un top 4, en fin de compte, des choses les plus intéressantes. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Blaise Dubois de la clinique du coureur. Ça a été un petit peu compliqué d'accorder nos agendas, mais ça y est, on y est arrivé, on y arrive toujours de toute façon avec de la persévérance et de la volonté. Comment vas-tu, Blaise? Très bien, très bien. Bon, génial. Alors Blaise, j'aime bien commencer par une question, même si tu es quand même relativement connu dans le monde de la course à pied. J'aime bien poser toujours cette question de savoir si tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis suisse d'origine, immigré au Québec, au Lac-Saint-Jean, à l'âge de 10 ans, où j'ai découvert la course à pied, le sport. J'ai grandi sur une ferme et je suis devenu passionné de course à pied tellement que je me suis abondamment blessé. J'ai été en contact avec des physiothérapeutes et ça m'a amené à la profession de physiothérapeute. En France, ils appellent ça les kinés. Et j'ai fait mon cours à l'Université Laval à la faculté de médecine. J'ai gradué en physio en 1998. Je suis devenu copropriétaire des cliniques de physiothérapie PCN, qui est un regroupement de cliniques à Québec. Ensuite, j'ai fondé la clinique du coureur, qui enseigne les meilleures pratiques sur la prévention des blessures chez le coureur et le traitement aussi. Et la clinique du coureur est devenue a une portée maintenant internationale. On enseigne dans 15 pays en 6 différentes langues. Et voilà. Je suis père de 4 enfants. Je suis grand-père d'une petite fille. J'ai Isabelle qui est dans ma vie et qui partage l'ensemble de toute ma vie depuis bientôt 20 ans. Et je suis heureux au lac Beauport, dans un petit paradis où je fais du sport tous les jours et où je vois mes enfants grandir en santé. Voilà. C'est une belle présentation avec un bel historique. Alors on a été rapidement sur plusieurs sujets. Il y a quelque chose quand même que je dois te dire, c'est que quand j'ai commencé la course à pied il y a maintenant 7 ans, donc ça a toujours tout de suite été le trail, jamais fait de course sur route. Et bien j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai essayé de me renseigner sur les meilleures pratiques et forcément un des réflexes c'est de taper sur internet comment progresser en course à pied, comment éviter les blessures, comment ci, comment ça. Et je me suis tapé toutes les conférences de la clinique du coureur que tu as pu faire il y a 8 ans. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était de savoir comment est-ce que toi tu faisais et comment est-ce que tu vivais le fait d'être face à des médecins qui te donnaient leurs règles, leurs croyances, et que tu avais toujours des arguments pour leur répondre. Et je voulais savoir si tu étais toujours confronté à ce problème. Alors, je gère 2 entreprises qui sont pleinement affranchies et qui n'ont pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de gens qui décident qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, dans la vie, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est une hiérarchie de connaissances.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a de la connaissance sur quelque chose, on a un certain pouvoir quand on discute avec quelqu'un sur un sujet pour dire, ben, écoute, il y a des études bien faites, des RCT qui nous montrent que si on utilise telle modalité, on a un rôle, on peut avoir un rôle préventif sur les blessures, on réduit l'incidence des blessures. De connaître cette science, d'avoir cet intérêt pour cette science nous donne un certain pouvoir, en fin de compte, et les gens le savent maintenant, hein, parce que maintenant, c'est le jeu de dire oui, mais c'est démontré que, oui, mais la science nous montre que, puis après ça, tout le monde interprète sa science de sa manière, tout le monde a son propre filtre pour faire en sorte, en fin de compte, d'avoir un argument finalement d'échange avec les autres personnes. Mais quand on revient 20 ans en arrière, donc quand tu es au début de la clinique du coureur et de PCN, alors la clinique du coureur, c'est depuis 2008 officiellement, mais on faisait des petites capsules, des petits trucs déjà avant. Ben en fin de compte, moi j'ai fait des débats, j'en ai fait 10 à travers le monde, où je débattais avec des médecins, des PhD, d'autres physiothérapeutes, des podiatres, pour débattre de sujets fondamentaux auxquels il faut qu'on évolue. C'est-à-dire que, je te donne des exemples très simples, le débat sur la chaussure a fait le tour du monde, c'est là-dessus que j'en ai fait le plus, parce qu'on était convaincus qu'il fallait des chaussures avec antipronateur, de l'amorti pour prévenir les blessures, quand il n'y avait aucune science sur ce sujet-là. Et ce que ça fait, en fin de compte, c'est que dans le débat, ben, on essayait d'apporter la science existante, soulever des interrogations par rapport à la non-science existante et faire en sorte qu'on soit capable de cheminer intellectuellement vers une plus grande vérité, vers quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on vit. Et maintenant, on a de plus en plus de science et ça facilite nos conversations sur le sujet. Mais oui, je continue de débattre avec des médecins, avec des physios, avec n'importe qui. Puis encore une fois, moi, je viens du Québec. Et au Québec, on a beaucoup moins la hiérarchie du physiothérapeute, médecin spécialiste, professeur. Alors là, le professeur en Europe, c'est le grand Manitou de la connaissance. Mais finalement, il y a des professeurs qui ne connaissent pas bien la science et qui, en fin de compte, devraient tout simplement dire « je le sais pas ». Voilà. Donc oui, je continue de m'obstiner à travers le monde et à être surtout, et ça c'est encore plus important, à être pleinement ouvert à la nouvelle science qui sort et aux nouvelles théories qui arrivent et qui vont changer mon idée. Parce que ma pratique aujourd'hui est totalement différente de la pratique que j'avais il y a 20 ans au début de ma pratique de physiothérapeute. C'est ultra intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose qu'on peut analyser avec l'expérience. On était convaincus de certaines choses il y a peut-être 1, 2, 3, 4 ans. Et quand on est créateur de contenu, on est confronté à ça. Ah bah tiens, t'avais dit ça. Ah ouais, mais c'est quelque chose que je pensais il y a 3 ans, il y a 4 ans. Toi, comment tu fais pour structurer comme ça tes croyances et tes pensées? Est-ce que tu te bases uniquement sur les études ou finalement il y a aussi de l'intuition des fois qui rentre en jeu? Il y a toujours de l'intuition. La science elle-même est toujours insuffisante pour pouvoir nous donner des guides extrêmement clairs. La science est toujours dans le gris, mais il y a du gris pâle et du gris foncé et la recherche qu'on a intellectuellement, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire d'être capable de prendre l'ensemble de cette science et d'être cohérent dans la manière après ça dont elle est exprimée de façon vulgarisée. C'est-à-dire que je vais avoir 9 études qui vont me dire que augmenter la cadence du pas de course, ça a un effet, ça réduit le stress sur le squelette. Tout d'un coup, on a une étude qui dit, quand on ralentit la cadence, quand on réduit la cadence, ça réduit le stress sur le squelette, ce qui est le contraire des 9 autres. Alors là, c'est important d'analyser cette science, d'essayer de leur donner un niveau de qualité, d'essayer de voir dans quelle mesure il y a des biais associés à ces études pour savoir dans quelle mesure on s'y fie ou pas. Et on va donner comme un niveau de confiance à ces évidences, à ces données probantes. Et à partir de ça, on a plein d'éléments et on n'est jamais dans le tout noir ou dans le tout blanc, on est toujours dans les nuances de gris, mais il y a des tendances. Et ces tendances-là, si on arrive à être cohérent dans notre cerveau avec l'ensemble de tous les éléments qui doivent se confronter et se mélanger aux autres éléments. La cadence va se mélanger à la pose du pied au sol, à la force d'impact, etc. Et tout d'un coup, il y a des zones où on dit « Ah, mais là, c'est incohérent, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. » Et là, il y a beaucoup c'est de la réflexion, c'est
du raisonnement clinique, c'est du raisonnement tout court. Et à partir de ça, ben finalement, on essaye d'avoir, tu sais, et je pense que tout le monde essaye de faire ça, d'essayer d'être cohérent dans la manière dont l'ensemble des éléments de connaissance qu'on a s'intègrent dans notre propre puzzle, où là, on dit, bon, ben là, je pense que j'ai quelque chose. Et des fois, la science n'est pas super solide, mais on est cohérent. Et là, tout d'un coup, il y a des pièces de puzzle qui arrivent, qui sont de la nouvelle science, des RCT, qui renforçaient ce puzzle et qui disent, ah, on était dans le gris pâle à droite, mais là, ça devient du gris foncé et on s'approche du noir plutôt que s'approcher du blanc. Et on était dans la bonne voie. Et parfois, on est obligé de changer. Et des fois, on est tellement dans le milieu où la science est vraiment fragile, où la cohérence associée est un peu fragile aussi. On s'invente des histoires et là, tout d'un coup, ben, on change d'avis. Puis on dit non, mais écoute, ce qu'on pensait il y a quelques années, ben là, on constate que c'est plus vrai. Et moi, j'ai toujours une diapo dans les cours qu'on donne, à la fin du cours, qui est 10% de ce qu'on vous a dit est faux. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire refaites le cours dans 5 ans parce que ça va changer. L'autre chose qu'on dit aussi, en tout début de cours, c'est on n'est pas responsable de ce qu'on a dit ou écrit il y a plus de 5 ans. Parce que j'ai dit des bêtises et j'ai dit des choses, des énormités quand j'étais plus jeune. Et entre autres, j'ai gradué il y a 24 ans. Donc, j'ai encore des posters il y a 24 ans. Comment prescrire une chaussure avec les antipronateurs pour les pieds plats, avec de l'amorti pour les pieds creux, pour prévenir les blessures, etc., etc. Et j'ai même construit une présentation, tout ce que vous devez oublier de ce que je vous ai dit, avec les 10 bêtises que j'ai dit dans ma vie, qui étaient vraiment énormes. Bon, j'ai changé il y a déjà quand même plusieurs années en lisant la littérature. J'ai constaté que ce qu'on m'avait enseigné à l'université n'était pas toujours adéquat. On a changé ces choses-là. Et il y a des choses actuellement qui deviennent de plus en plus stables, de plus en plus solides et qui font en sorte que ce qu'on véhicule comme connaissance et comme science aux gens, on est, je pense, dans quelque chose de très cohérent et proche d'une certaine vérité. Et voilà. Mais on se bat quotidiennement avec des gens qui disent des bêtises et qui rentrent dans des choses souvent associées au marketing. Et là, les plaques de carbone sont un excellent exemple, par exemple, avec les nouvelles chaussures de course de performance, où on dit une panoplie de bêtises qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on connaît de la science. Et alors justement, quand on est sportif, quand on est runner, et même quand on est consommateur et seulement citoyen, c'est toujours compliqué de se positionner dans ces différents débats. Je prends l'exemple souvent pour illustrer ça du passage à l'euro, où on avait des économistes de renom international qui nous disaient faut passer à l'euro, et on en avait un autre en face qui nous disait faut surtout pas passer à l'euro. Et toi, tu es au milieu, t'as des études, tu réfléchis quand même un petit peu avec ta tête, et puis tu dois te dire mais finalement qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour la course à pied, c'est pareil, on a des tendances qui vont nous amener vers certaines pratiques, et puis on va avoir une tendance inverse qui va nous être expliquée par quelqu'un de brillant, et on doit faire un choix. Comment faire un choix dans toute cette connaissance? Ah là, ta question, elle est excellente. Elle est excellente parce que on confond une hiérarchie de connaissances avec des postures d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se positionner comme étant une autorité dans un domaine en particulier et qui vont être grandement écoutés, mais avec un niveau de connaissance qui est limité. Et on le voit de plus en plus avec les médias sociaux. La posture d'autorité est quelque chose qu'on peut valoriser. Je vous dirais, tu peux être le plus brillant et le plus connaissant d'un sujet. Si tu ne t'exposes pas sur les médias sociaux, tu ne seras pas écouté. Donc, on est obligé maintenant de faire du marketing de ces connaissances. On est obligé de les mettre de l'avant avec une enveloppe acceptable. On ne peut pas juste être connaissant sur un sujet. Et la clinique du coureur réalise bien évidemment ces choses-là depuis longtemps. C'est-à-dire, je te donne un exemple, on a une veille systématique de la littérature. À toutes les semaines, on trie tout ce qui est indexé sous la terminologie Running Runners dans Medline et dans certaines banques de données. On trie tout ce qui s'écrit au niveau scientifique et on manque vraiment pas grand-chose pour s'assurer de toujours être à jour, semaine après semaine, de ce qui s'écrit sur la prévention, le traitement des blessures chez le coureur. Les chaussures, les orthèses, les semelles orthopédiques, etc.
Ça, c'est notre veille scientifique. On a 6 PhD qui sont dans cette et c'est Jean-François Esculier lui-même qui fait cette revue initiale. Et on est 6, en fin de compte, à travailler autour de la conception des cours, de remettre nos cours à jour, de toujours être à jour à travers tout ça. Mais si la clinique du coureur n'utilise pas un minimum de marketing pour pouvoir véhiculer ses connaissances, pour pouvoir mettre l'enrobage autour pour qu'elle soit attrayante quand on va le donner, ben, il n'y a personne qui va écouter cette science et cette connaissance. Et le problème, c'est que dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance et qui ont un super beau enrobage et qui vont, en fin de compte, pouvoir véhiculer des bêtises phénoménales. Et le consommateur au centre a à peu près aucune idée qui il faut qu'il écoute. Il y en a un qui est une belle présentation, qui est verbomoteur, qui présente bien son truc, mais lui, il n'a aucune notion pour juger du niveau de connaissance de la personne. Et ça, c'est un problème. C'est un problème actuel qui déroute une panoplie de gens. Il y a le marketing, par exemple, des marques fait tellement bien qu'on arrive à faire croire à des bêtises phénoménales et les gens vont tout simplement écouter des trucs qui se passent. Vous avez des grands docteurs, grands physios qui passent à la télé pour parler de marques, des marques les plus connues en vous vantant les antipronateurs dans les marques quand les études nous montrent que ça change absolument rien. Et tout d'un coup, tu as un scientifique qui fait une étude sur les antipronateurs, qui voit un effet positif des antipronateurs pour prévenir les blessures, et cette seule unique étude n'est pas confrontée à l'ensemble des autres qu'on connaît, et il émerge en parlant de son étude, et encore une fois, on est dérouté par rapport à la vérité. Donc, c'est un vrai problème. Et si tu me poses la question à moi, j'ai toujours un très grand souci de savoir d'où vient l'information que je reçois. Alors, j'écoute tous les trucs sur le COVID, qui est zéro ma compétence. Je n'y connais mais absolument rien en virologie et compagnie. Mais là, j'entends plein de gens, des experts, des grands professeurs, des docteurs qui s'obstinent sur différentes choses et c'est ultra dur, ultra difficile de se faire une opinion sur le sujet. Et en fin de compte, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de juger, du niveau de connaissance des personnes, ce qui est aussi difficile quand je ne suis pas connaissant. 2, d'essayer de faire émerger les biais commerciaux associés, parce que ça, c'est souvent un bon indice quand même de biais d'information associés. Dans quelle mesure il y en a qui reçoivent des sous à quelque part ou qui ont un intérêt financier à promouvoir une idée ou une autre. Et voilà. Et à partir de ça, on se fait une opinion et on essaye, nous, individuellement, d'être cohérents en disant, oui, mais si on nous a dit ça et ça, notre intelligence, c'est un peu ça, hein, tenter d'être cohérent dans ce raisonnement, en fin de compte, de différentes données qu'on nous donne et qu'on essaye de confronter les uns avec les autres. Mais en fait, il faudrait déconstruire absolument toute la chaîne parce que ça part de l'achat de son matériel quand on va dans une boutique spécialisée et puis qu'on sait que le gérant qui est un passionné, hein, mais il faut bien qu'il vive. Ouais. Il est soumis à des achats d'un certain pack de chaussures. S'il vend un certain nombre de chaussures de cette marque-là, en fait, ça pose des problèmes d'objectivité. Clairement. Et puis, je peux aller beaucoup plus loin, hein. Une des choses que la clinique du coureur met de l'avant énormément, c'est qu'on n'a aucun biais commercial. Je paie les chaussures avec lesquelles je cours. Et c'est pas parce que je peux pas en recevoir gratuitement, je pourrais en recevoir des dizaines de paires gratuitement de tout le monde, de toutes les marques. Je les paie parce que je veux avoir aucun biais commercial et je veux être capable de le dire haut et fort. À partir de ça, quand je vais dans une boutique de chaussures, il faut être conscient. Au moins conscient. Et je dis pas que tout le monde est de mauvaise foi et que les vendeurs de chaussures ne sont pas des bons vendeurs ou des bons conseillers, mais je dis clairement qu'il y a un biais dans le système actuel qui est extrêmement puissant. L'information du vendeur, qui lui a appris du responsable de la boutique ou du propriétaire de la boutique ou du conseiller de la boutique, va répéter des choses, en fin de compte, qui originent initialement des compagnies. Parce que le propriétaire a appris le discours des marques
qui envoie des représentants dans les boutiques pour leur dire, nous avons une nouvelle technologie qui fait telle chose, la plaque de carbone réduit l'économie de course de 4% et ainsi de suite. Mais ce représentant dans ce cas-ci Nike, vient et a été formé par la marque directement, qui lui donne du pain pour pouvoir, en fin de compte, du contenu pour pouvoir enseigner ces choses-là. Et lui aussi est biaisé, parce que lui va être convaincu que c'est l'équipe de recherche et développement de la compagnie, qui sont des grands scientifiques, des PhD, qui ont fait des recherches et qui sont arrivés à 4% d'économie de course, qui y répètent des choses qui en plus sont basées sur la science. Alors il est très heureux, il est très content. Finalement, il manque juste de connaissances parce qu'il ne connaît pas toutes les autres études qui ont été faites sur le sujet. Il manque parfois aussi un peu de réflexion. Et finalement, on a une structure hiérarchique, non pas de connaissances, mais hiérarchique de biais commercial qui passe de la compagnie au consommateur pour que le consommateur, on lui vende un produit valorisé qu'on arrive à vendre très cher parce qu'il a des technologies intégrées, de l'amorti, des antipronateurs, des plaques de carbone et ainsi de suite, pour faire quelque chose qu'on ne sait même pas si la chaussure fait. Améliorer ses performances. Là, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais il y a des petits effets subtils par rapport à ça, mais surtout, la partie prévention des blessures, le pourquoi la chaussure a évolué dans les 40 dernières années avec l'ensemble de ces technologies, montre de plus en plus, avec de plus en plus de science, que ça ne fait absolument rien, voire ça pourrait augmenter l'incidence des blessures. Alors, ce que tu veux dire, c'est que finalement, la chaussure d'il y a 40 ans blessait moins que la chaussure d'aujourd'hui? Alors, ce que je dis, pour me baser encore une fois sur la science, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de toutes les technologies qui ont valorisé la chaussure moderne, avec ces technologies de stabilité, d'amorti, de contrôle de la pronation, n'ont aucun effet sur la prévention des blessures. En même temps, on a fait une chaussure qui est de plus en plus lourde, de plus en plus épaisse, avec des drops, avec des technologies intégrées, qui transforment et changent la biomécanique du coureur. Attaque talon plus prononcée, des plus grands pas, une cadence ralentie, qui sont des paramètres qui, si on cherche à être cohérent, sont associés davantage à une augmentation du stress sur le squelette et potentiellement une incidence de blessure, versus des chaussures beaucoup plus simples, beaucoup plus près du sol, beaucoup plus minces, plus minimalistes. Disons le mot qui commence à faire peur à tout le monde, plus minimaliste. Ça y est, on l'a dit. On l'a dit. Plus minimalistes, qui, elles, ont beaucoup moins d'effet sur l'altération de la biomécanique et qui vont promouvoir des biomécaniques beaucoup plus protectrices et probablement plus protectrices sur du long terme. Donc, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, la manière dont je l'ai exposé, que de se laisser croire que la technologie dans les chaussures a un rôle préventif sans qu'on soit capable de faire aucun lien ou qu'il soit extrêmement simpliste. On met de l'amorti pour réduire le choc parce que le choc blesse. Et là, je viens de dire 3 absurdités de choses qui sont pas vraies. On met des antipronateurs pour contrôler la pronation du pied, qui est un problème causal aux pathologies. Je viens de redire 3 absurdités qui ne sont pas vraies. Pourtant, quand on a envie d'aller augmenter, par exemple, la distance, ce qui est mon cas, il est vite tentant d'aller sur des chaussures qui vont compenser cet amorti qui ne se fait plus grâce à la chaîne musculaire au bout d'un certain temps, parce que musculairement, en fait, au bout de 50 km, par exemple, ma foulée, elle ressemble plus du tout à celle des 10 premiers kilomètres. Alors, il faut s'armer du coup de patience, ou est-ce qu'il faut adapter sa chaussure à sa pratique? Alors, ta question est très bonne et j'ai envie de donner un contre-exemple. Je suis un coureur de 800 mètres. Dans le temps, je courais avec des grosses godasses comme tout le monde et avec des pointes pour aller sur la piste. Et j'avais des chaussures de performance très minimalistes, très minces pour faire les 5 km sur route de temps en temps quand j'en faisais. À un moment donné, je lâche la piste et c'est dans cette période-là où j'ai commencé à transitionner en me disant mais il y a un manque de cohérence. Je performe avec des chaussures ultra minimalistes, je m'entraîne avec des chaussures maximalistes pour faire mes jogging. C'est quoi l'intérêt?
la prévention des blessures. Je fouille la littérature, il n'y a rien sur le sujet. Il y a même des auteurs dans le temps, hein, ça fait longtemps, mais qui disaient, attention, peut-être qu'on fait le contraire en ayant des grosses chaussures sur la prévention des blessures. Donc, je décide de migrer vers des chaussures minimalistes pour mon jogging. Je m'adapte à des chaussures de 70% d'indice minimaliste, donc des chaussures très peu de drop, très basses, proches du sol, très flexibles, puis plus légères, bien évidemment, parce qu'il y a moins de contenu. Et je commence à faire l'ensemble de mes entraînements par semaine, qui sont à peu près, je fais des semaines à 50 km par semaine, je suis un coureur de 800 mètres. À un moment donné, je finis l'université, je me mets à la route. Et là, je fais du 5 km et tranquillement, je fais un 10, un 15, un 21. Et je décide de ne pas changer de chaussures parce que je suis pleinement adapté à ces chaussures-là. Et à un moment donné, je décide de faire le marathon, donc je ne change pas de chaussures. Je garde encore mes chaussures plutôt minimalistes parce que je suis pleinement adapté aux chaussures. Et maintenant, j'ai fait quelques 65 à 75 km. Et là, l'automne prochain, attention, je le dis à personne, mais j'aimerais bien faire un 100 km parce que mes 50 ans arrivent. Un 100 km et je ne changerai pas mes habitudes. En fait, la question, c'est quelle serait la raison de migrer pour moi qui est adapté à des chaussures plus minimalistes vers des chaussures maximalistes? Alors, on pourrait dire qu'il y a une altération de la biomécanique, comme tu l'as mentionné. Alors, la question, c'est est-ce vraiment le cas? Et quand je dis est-ce vraiment le cas, on vient de finir une étude à Clessy. On a regardé des ultra-trailers qui ont fait 160 et quelques kilomètres, 166 et 156, des boucles de 26 km et on prenait des mesures de biomécanique à chacun des tours pour essayer de voir dans quelle mesure les personnes avaient une altération de leur force, de leur biomécanique, etc. Donc oui, on a vu une altération initiale, mais après ça, aucun changement au niveau de la cadence. Pas de changement après le premier tour au niveau de la force, de deux groupes musculaires. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un changement biomécanique? Alors, il y a de la fatigue qui s'installe. Peut-être qu'on a des petits changements qui se font. Oui, c'est possible. Mais est-ce que ces changements-là sont vraiment problématiques par rapport au lien avec la chaussure? On commence à avoir des douleurs. Alors, si jamais tes douleurs sont au niveau du pied, on sait que la chaussure plus amortie, avec plus d'amorti, plus grosse, plus épaisse, a un effet de protection sur le pied. Ça, c'est assez bien démontré au niveau de la science. Ce qui est très bien démontré aussi au niveau de la science, c'est que plus la chaussure elle est grosse, plus elle va stresser le genou et le dos. Donc, la question, c'est quand tu prolonges tes distances, que tu fais tes ultras, quel est ton facteur limitant? Si toi, à chaque fois, tu dis, moi, mes pieds brûlent, j'ai mal aux pieds, j'ai mon ancienne fasciapathie plantaire qui ressort, je vais te conseiller d'avoir peut-être un petit peu plus d'amorti dans ta chaussure parce que tu vas avoir un outil que tu peux utiliser. On ne parle pas de prévention de blessures de façon générale. On ne parle pas de compenser pour une biomécanique qui s'altère. On parle de protéger une structure anatomique du pied qui va être davantage stressée au niveau de ton corps. Et de mettre un peu plus d'amorti, il faut protéger ce maillon faible. Mais si tu me dis, moi, c'est mes genoux. Moi, mes genoux lâchent après 100 km, j'ai des grosses douleurs aux genoux, puis le dos me fait mal. Et je vais te dire, avoir plus d'amorti est contre-productif. Donc, pour moi, c'est essentiel de rester, encore une fois, rigoureux, de sortir de nos croyances où l'amorti protège de façon générale et que si on court plus longtemps, on en a besoin de plus d'amorti. Et je vais finir cette section-là sur quelque chose qui est essentiel. Le corps s'adapte à tout dans la mesure où on prend le temps de s'y adapter. Il y en a qui font des ultra-trails pieds nus. Il y en a qui font des ultra-trails en minimaliste. Il y en a qui font des ultra-trails en moyen maliste. Il y en a qui font des ultra-trails en super maximaliste. On s'adapte à tout. Et si toi, c'est les Hoka que tu trouves beaux et que tu veux les gros Mafat de Hoka pour faire de l'ultra, il y a possibilité que tu t'y adaptes. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on s'adapte à peu près tout. Tu vois, ça, c'est un des discours qui m'a plu dans la clinique du coureur. C'est le fait de dire, si vous ne cherchez pas la performance et si vous ne vous blessez pas, peut-être qu'il ne faut rien changer. Ouais. Et ça, c'est essentiel comme message. C'est essentiel parce qu'on est dans une population qui sont habitués, et je vais dire qui ont été mal orientés initialement vers des chaussures maximalistes. Donc, on a une population actuelle, on parle de 95% de la population, qui sont adaptés à des chaussures technologiques maximalistes
qui sont inappropriées et inadéquates pour optimiser leur foulée, leur performance ou pour, sur du long terme, prévenir les blessures. Mais quand tu y es pleinement adapté, le désir de l'enlever, de la retirer, d'aller vers des chaussures plus simples et plus minimalistes t'expose à te blesser pendant un certain temps. Donc, essentiel de ne pas changer pour changer au niveau des habitudes, au niveau du désir de suivre la mode finalement. C'est ça la grosse problématique, c'est qu'on va vous exposer des tendances, des nouveautés qui vont amener des changements, qui vont vous exposer aux blessures parce que vous changez d'habitude. La vague du minimalisme comme mode a causé plusieurs problèmes et blessures de gens qui se sont, en fin de compte, mal adaptés à ces chaussures-là, qui n'ont pas pris le temps de l'adaptation. Mais les plaques de carbone actuellement avec les chaussures maximalistes, c'est la même chose. Moi, j'ai des retours de gens qui se blessent avec ces chaussures parce qu'ils ont fait une transition trop rapide. S'ils font une transition douce, ils ne se blesseront pas. Comment faire une transition douce à partir du moment où il y a une plaque, elle est là, quoi? Oui, mais en fin de compte, la plaque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente la rigidité de votre chaussure. Donc, ceux qui ont toujours eu l'habitude d'avoir des chaussures rigides n'auront pas de problème trop avec la plaque. Mais ceux qui sont habitués à des chaussures plus flexibles, vous marchez avec des Nike Free qui sont très flexibles, vous avez des chaussures de ville de tous les jours qui sont assez flexibles, vous êtes pieds nus dans la maison chez vous, vous avez des chaussures de course qui sont moyen malistes, qui ont une bonne flexibilité, et là, tout d'un coup, vous tombez sur les plaques de carbone et vous dites « Je veux intégrer cette chaussure-là pour performer parce que tout le monde performe plus », c'est votre croyance, et vous voulez la tenter. Ben, assurez-vous de l'intégrer doucement parce que la rigidité de la plaque va faire en sorte que votre pied ne travaillera pas tout à fait de la même manière. Et ce changement biomécanique vous expose finalement à avoir potentiellement des petits bobos, des petits problèmes par tout simplement le changement de biomécanique induit. On sent un peu que la plaque de carbone, c'est ton nouveau combat. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes cette nouvelle technologie. Est-ce que tu la vois vraiment d'un mauvais œil, cette nouvelle technologie dans les chaussures? Enfin, nouvelle entre guillemets, parce que maintenant, ça fait quand même quelques temps qu'elle est là. Alors, tu sais, quand je donne des conférences, à la fin, on a toujours une période de questions et 90% des questions portent sur la chaussure. On a un objet qui passionne. Alors, les gens, avant même la technique de course, avant la prévention des blessures par la quantification du stress mécanique, qui est l'élément central, le plus important, la chaussure, dans la prévention des blessures, a probablement un rôle à jouer minime. Et s'il faut que je mette un pourcentage, je vais vous dire que quantifier son stress, doser, progresser de façon graduelle, c'est 80% du travail. Et dans le 20%, la chaussure a une influence sur la biomécanique qui, elle, a une certaine importance, mais la chaussure elle-même représente quelques pourcentages seulement. Et quand on parle de performance, c'est la même chose. S'entraîner, faire de la qualité, avoir augmenté son économie de course en ayant plus d'entraînement, plus de nombre d'entraînements, plus sa vitesse de performance, plus sa VO2, etc., c'est ça les éléments essentiels pour la performance. Mais on met une énergie folle et énorme sur cette fameuse chaussure. Donc, ce n'est pas je pourrais dire c'est un nouveau débat parce que c'est le débat actuel. Et la science, la clinique du coureur, a toujours ce désir de regarder ce que la science nous dit pour combattre les fausses croyances. Et actuellement, la science est émergente sur le sujet, mais vraiment au tout début. Et la première étude qui nous a fait croire que c'était scientifique, c'est une étude sponsorisée par Nike qui montrait des effets phénoménaux de 4% d'économie de course chez des coureurs de 30 minutes sur 10 km qui portaient déjà des chaussures relativement minimalistes de 240 grammes et avec leur prototype, ils ont vu des différences phénoménales de 4%. Présentement, le même genre d'études montre à peu près pas de différence ou des différences qui sont moins de 1%. Donc, on se questionne même comment ils sont arrivés à ce 4%. Et ils ont réussi à publier dans une revue de qualité, revue par les pairs. La méthodologie de l'étude est bien faite. Donc, on se questionne. Donc, ça prend des études pour répliquer ce processus-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, entre autres, en Nouvelle-Zélande. Je fais partie d'un groupe de recherche. Avec Kim Hébert-Lausier, on a fait une étude en Nouvelle-Zélande où on a comparé cette chaussure-là, une chaussure plutôt minimaliste, aux chaussures traditionnelles des gens. Et aux chaussures traditionnelles des gens, on arrivait à avoir des effets quand même importants parce que cette chaussure-là est beaucoup plus légère.
Mais par rapport à la chaussure de performance ancienne génération, c'est-à-dire plus minimaliste et plus légère, on avait des différences sur l'économie de course qui étaient à peu près nulles. Donc, c'est important qu'on réplique les études, surtout quand les études, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on fait fi d'autorité ici parce que c'est un des plus grands chercheurs sur l'économie de course qui a fait cette étude-là, Dr. Cram. Mais moi, ça m'embête, mais énormément que Dr. Cram actuellement reçoive beaucoup de sous de Nike, qu'il fasse partie des projets de recherche de Nike et que finalement, on nous pousse une chaussure Nike qui est soi-disant meilleure que tout ce qui a existé jusqu'à maintenant, quand on sait que les chercheurs ont été subventionnés et grassement payés par la marque. Donc j'ai un problème avec ça et en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir cette chaussure-là, est-ce que vraiment elle fait une différence? Donc, le fond de l'histoire de ce débat, c'est ça, c'est trouver la vérité, regarder ce que la science nous dit, l'interpréter avec une grande rigueur et non pas la survoler superficiellement et dire oui, on observe encore. On a fait une grande étude avec 200 000 personnes au marathon qui font des marathons avec Strava. On a collecté les données. Ceux qui ont ces chaussures-là améliorent leur performance et ont 75% de chances de 76% de chances d'améliorer leur performance et de faire un PB, une meilleure performance à la course. Et là, ça choque, ça dit, ah ben là, c'est clair, hein, mais quand tu rentres en profondeur dans cette pseudo-étude, qui n'est pas une étude scientifique, mais qui est de la collecte de données, tu réalises que ceux qui ont acheté une ASIC Nimbus nouvellement ont une chance sur deux de faire une meilleure performance. Donc, la meilleure performance fait partie tu as une chance sur deux de faire la meilleure performance avec une chaussure qui n'est pas une chaussure de performance, qui est lourde simplement parce qu'elle est neuve. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a un effet placebo qu'il faut calculer. Ça veut dire que faire un PB, faire une meilleure performance, c'est normal. Et c'est ce que la majorité des gens font une fois sur deux. Ils améliorent leur performance et puis finalement, quand tu prends un bassin de population, tu as une chance sur deux d'améliorer tes performances quand tu vas dans une course populaire de renom et voilà. Donc, en fait, à travers tout ça, moi, c'est la rigueur qui m'intéresse. Et si ce qui t'intéresse, toi, c'est que je te dise ce que je pense des plaques de carbone et de ce que ça vaut, je vais utiliser un argument d'autorité pour pas être obligé de t'éplucher l'ensemble de la science sur le sujet. Et je vais te dire, ces nouvelles chaussures ont un réel avantage pour l'homme moderne. C'est une vraie innovation dans la mesure où ils ont réussi à faire des chaussures de 180 grammes plutôt que 240 comme l'ancienne génération de chaussures de marathon. Et ils ont réussi à alléger ces chaussures-là de façon significative en faisant des chaussures qui étaient aussi maximalistes que les chaussures d'entraînement traditionnelles que les athlètes utilisent la majorité du temps, même les athlètes de haut niveau. Et que donc, le différentiel pour s'adapter à cette chaussure-là est beaucoup moins importante qu'elle l'était dans le passé et qu'il y a probablement donc un effet de préservation musculaire sur les longues distances comme le marathon parce que tu as peu de changements d'habitude. Donc, la vraie révolution, c'est d'avoir fait une chaussure qui est maximaliste, mais légère. Rigidité similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté. Drop similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté. L'épaisseur, le stack similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté, mais avec une différence très significative au niveau du poids, parce que là, on a une chaussure maximaliste, la Next de Nike, par exemple, qui fait 180 grammes, mais comparé à des chaussures traditionnelles qui sont entre 300 et 350 grammes, et anciennement, on était plus parfois à 400 grammes et plus. Là, c'est la vraie révolution. Et si vous me dites, est-ce que ces chaussures-là améliorent les performances? La réalité terrain et la nouvelle littérature scientifique nous montrent que c'est à peu près 1% d'amélioration de performance. Et sur cette amélioration de performance par rapport à des chaussures de même poids et de même gamme. Parce que si on les compare à des grosses godasses qui font 350 grammes, bien évidemment, on gagne beaucoup plus. Mais l'étude initiale, le fameux 4%, était faite sur des chaussures de 240 grammes, donc tout proche de ce qu'ils avaient quand même fait comme prototype, qui dans le temps était plus de 210 grammes, avec des athlètes en plus très performants, et ils avaient vu une économie de course qui était phénoménale, que je remets en cause. Donc, on peut avoir une amélioration à peu près moyenne de 1% avec cette chaussure-là. Et l'autre chose qui est essentielle à dire, c'est que les études montrent qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle. Il y a des personnes qui chaussent ces chaussures et qui ont une détérioration de 3% de leur économie de course. Moi, si je fais un marathon, c'est sûr que je n'ai pas envie d'avoir une détérioration de 3%.
Il y en a qui s'améliorent de façon phénoménale de plusieurs pourcents, voire 6, 7, 8, 9% de leur économie de course, qui peut se traduire sur le terrain de à peu près 3/4 de ces chiffres-là. Donc, si vous avez, admettons, 4% d'amélioration à l'économie de course, vous pouvez améliorer de 3% votre performance. Ça, c'est chez le coureur lambda, on va dire, récréatif. Chez l'athlète de performance, parce qu'il va beaucoup plus vite, l'économie de course est un peu moins intéressante, mais on se ramasse quand même avec des théoriquement 2%, 2,5% avec le 4% d'économie de course. Mais la réalité terrain actuellement, elle est de, on va dire, à peu près 1%. Et je vais prendre Kipchoge, qui a battu le record du monde avec ces chaussures-là. Je parle pas de son moins de 2 heures qui pour moi est totalement autre chose. Mais son marathon où il a battu son record du monde, il a gagné en l'espace de 2 ans pour essayer de faire ce record du monde-là, 1,16% de performance. Et ça, le record date de combien? 2 ans, même bientôt plus que 2 ans, et il n'a toujours pas rebattu son record du monde. Donc, en l'espace de 5 ans, en fin de compte, avec ces chaussures-là, il a réussi à gagner 1%. Et la question, c'est est-ce qu'il l'aurait battu sans ces chaussures? Parce que Kipchoge était en progression, était en évolution. Est-ce qu'il l'est encore? Je ne le sais pas. Mais voilà. C'est toujours ce sujet de est-ce que c'est vraiment ça que j'ai fait qui m'a fait progresser ou ça que je n'ai pas fait qui m'a fait progresser. Exactement. Moi j'ai souvent ce questionnement avec la nutrition. C'est extrêmement difficile de savoir si cet aliment a vraiment eu un effet sur la performance ou pas. Et d'ailleurs, c'est vrai, comme tu disais, on parle beaucoup de chaussures depuis le début. Pour autant, il y a d'autres sujets qui sont importants ou sur lesquels ils sont importants de sensibiliser les pratiquants. J'en parlais avec Seb Cornette, qui a récemment écrit son livre. Ouais. Et on insistait beaucoup sur la technique et le renforcement musculaire, qui sont des sujets qui sont extrêmement importants et pour autant que les pratiquants font peu. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la chaussure, c'est un objet. On l'a dans nos mains. On le consomme, on l'achète. À chaque année, on la renouvelle. Faire du renforcement, c'est quand même chiant. Il faut quand même que tu t'installes, que tu fasses des exercices, ça te fait suer. Moi, j'ai des coureurs, ils veulent juste courir. Mais oui, clairement, pour améliorer les performances, faire de la musculation pour augmenter son économie de course, c'est clairement et fortement démontré par la science. Il n'y a pas de doute comme on peut avoir avec la chaussure. Et la science est beaucoup plus intéressante et solide sur ce sujet-là. Mais c'est ça, moi je pense que la chaussure passionne parce que c'est cet objet qu'on a entre les mains. Et un objet qu'on peut valoriser, un objet qu'on peut transformer, un objet qui à chaque année, on valorise par des technologies qui sont absolument pas démontrées d'un point de vue scientifique, mais qui laissent croire à plein de choses géniales. Tu vas améliorer tes performances, tu vas prévenir les blessures. Et en plus, on arrive à t'inventer une petite cohérence avec tout ça. Ton pied qui s'écrase vers l'intérieur, ben, ça désaligne ton squelette. Et donc, ça prend des antipronateurs, des technologies avec des supports d'arche, des coupoles calcanéennes rigides et des densités de semelles plus importantes en interne pour empêcher ton pied d'écraser vers l'intérieur. Et à partir de ça, ben, on va aligner ton squelette. Tu vas être plus en ligne, tu vas avoir moins de perte d'énergie vers l'intérieur, tu vas moins te blesser parce que tu vas garder un squelette bien aligné. Et bingo, on a quelque chose que tu as dans les mains qui fait juste coûter des sous, mais qui te demande aucun effort que tu vas pouvoir mettre dans tes pieds pour prévenir les blessures. Et tout ça, c'est de la bullshit. Tout ce que je viens de dire, parce que si jamais tu fais un petit coupage et tu mets ça, là, les gens vont capoter, ils vont dire, oh là là, Blaise, il a changé son fusil d'épaule. Parce que tout ce que je viens de dire, en fin de compte, c'est des faussetés. Et c'est bien démontré actuellement que ce sont des faussetés. C'est-à-dire, l'alignement, la pronation du pied et le pied plat ne sont pas des problèmes. Le fait de les avoir ne sont pas causales aux pathologies. Les antipronateurs dans les chaussures ne corrigent pas la pronation. Ça ne change en rien la pronation du pied qu'on ait ou pas un antipronateur. Et je parle même des orthèses plantaires, des semelles orthopédiques. Ça ne change pas la pronation du pied. Ça change la cinétique, les forces internes, mais ça ne change pas la cinématique.
Ensuite, est-ce que ça change l'incidence des blessures? Absolument pas. On a des études qui nous montrent que c'est même pire, d'autres qui nous montrent que c'est un peu mieux. On regarde l'ensemble des études ensemble et on est incapable actuellement de dire que les antipronateurs réduisent l'incidence des blessures. La science nous guide, nous oriente sur ces choses-là. Et tu vois, avec ma casquette de créateur de contenu, j'ai eu la chance ces dernières années de recevoir tout un tas de chaussures à pouvoir mettre à mes pieds et de varier justement les chaussures, que ce soit des grosses, des moins grosses, des surprotégées, des moins protégées. Et je lisais que ça aussi, c'était un élément de varier justement ces chaussures. Alors, c'est pas forcément évident parce que ça fait mal au porte-monnaie. Mais pour autant, ça m'a pas empêché de me blesser récemment. Est-ce que il y a des bonnes pratiques pour éviter les blessures, si ce n'est si on a une chaussure qui nous correspond? Quels sont les autres conseils que tu peux apporter sur ce sujet-là? Alors, je voudrais juste d'abord répondre à une de tes questions qui est est-ce que d'avoir plusieurs chaussures a un rôle préventif sur les blessures versus avoir une seule paire de chaussures? Parce qu'on a une étude de Malissou qui a été publiée sur le sujet, qui est une trouvaille secondaire d'une étude existante. Donc, il faut être prudent avec les résultats. Et on n'a aucune idée dans cette étude quelles étaient les chaussures. Donc, on n'a aucune idée dans quelle mesure celui qui a une chaussure maximaliste, qu'on peut même supposer, hein, parce que 95% des gens s'achètent une chaussure dans le marché et c'est des chaussures traditionnelles, maximalistes, comme on voit un peu partout, et que celui qui a 2 paires de chaussures ou plus, qui a une combinaison et qui varie ses chaussures, a peut-être plusieurs chaussures, mais peut-être aussi d'indices minimalistes différents. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui a une chaussure traditionnelle, mais qu'il a une chaussure un peu plus légère pour faire ses intervalles, sa vitesse ou ainsi de suite. Et donc, il va avoir 2 ou 3 paires de chaussures, mais si on fait la moyenne du degré de minimalisme de ses chaussures, ça va tirer vers le un peu plus minimalisme parce que finalement, il cumule plusieurs chaussures, dont quelques chaussures plus minces et plus, entre guillemets, performantes. Et celui qui a seulement une chaussure, il est probable qu'il ait juste une grosse chaussure. Mais dans l'étude de Malissou, on n'a aucune idée de quelle chaussure on parle. Donc, cet argument, encore une fois, qui est un argument basé sur une étude, un argument d'autorité, que si on a plusieurs chaussures, on se blesse moins que si on en a juste une, c'est une interprétation très simpliste de la littérature. Donc, il faut être très prudent encore avec ça. On n'en a aucune espèce d'idée. Ça pourrait plaire à l'esprit de dire, si on a plusieurs chaussures, on a de la variété dans la biomécanique. Et en ayant de la variété dans la biomécanique, on ne répète pas continuellement les mêmes gestuels et donc on a peut-être moins de risque de se blesser. Mais si vous voulez avoir de la variété dans votre gestuelle biomécanique, il y a une façon de faire qui est beaucoup, beaucoup plus efficace que d'avoir 3 paires de chaussures, qui est d'aller dans des sentiers plutôt irréguliers. Et là, en allant en sentier, en allant dans de la trail, dans des terrains irréguliers, vous allez varier votre technique de course. Votre cadence va être plus ou moins importante selon la surface, les cailloux, les racines. Et votre pronation, supination va être variée selon les inclinaisons du terrain, selon tout ce que notre environnement nous donne comme influence. Donc, vois-tu, à cette première question, en fin de compte, encore une fois, la science, la rigueur dans la lecture de la science est essentielle pour pouvoir être cohérent sur ce qu'on va faire. Une des choses qu'on fait, même s'il n'y a pas de science sur le sujet, c'est de dire essayer d'intégrer davantage de surfaces irrégulières parce que c'est cohérent avec ce qu'on connaît, même s'il n'y a pas encore de science qui a validé ce concept-là. Voilà. Alors, j'adore ce podcast parce que il me montre à maintes et maintes reprises comme je peux avoir tort sur certains sujets. Bon. Et j'adore ça, avoir tort et puis ouvrir l'esprit et puis casser des croyances qu'on peut avoir parce que si moi je les ai, les auditeurs doivent les avoir aussi. Donc c'est extrêmement bénéfique. J'enchaîne sur ta question initiale qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les blessures? Et j'ai envie de te donner un top 4, en fin de compte, des choses les plus intéressantes. La première, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la quantification du stress mécanique. Le dosage de la progression dans tout ce que vous faites au niveau de votre entraînement pour être assez progressif pour que votre corps ait le temps de s'adapter. J'augmente le volume de façon très graduelle. J'augmente la vitesse de course de façon très graduelle. Donc, si
j'ai l'habitude de faire du jog à 5 minutes le kilomètre et que vous parlez en kilomètres à l'heure en Europe beaucoup plus ou en minutes par kilomètre? Ça dépend. Ceux qui viennent de la route parlent souvent en allure et ceux qui sont plutôt trail, j'ai l'impression, parlent plutôt en vitesse. Donc, OK. Donc, je jogue à 12 km à l'heure la majorité du temps, 5 minutes le kilo, et je fais la majorité de mon volume à cette vitesse-là. Et à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais faire le 10 km de Paris dans 4 mois, et là, je vais commencer à intégrer un petit peu plus de vitesse parce que je veux performer sur cette course-là. Alors, la problématique qu'on a, c'est que si vous courez à 12 km à l'heure et que tout d'un coup, vous montez à 15, vous êtes clairement à risque de vous blesser. Et quand je dis à 15, c'est de faire, par exemple, des intervalles, des 400 mètres. Vous en faites 10 à 15 km à l'heure. Ben, même si pour vous, physiologiquement, ça reste facile parce que vous faites des petites minutes et quelques à ces vitesses-là, et que vous en faites une dizaine, puis avec un repos qui est suffisant pour bien récupérer entre chaque, si physiologiquement, ça va être facile pour vous, au niveau mécanique, vous vous exposez à des stress auxquels vous n'êtes pas adapté. Le 15 km à l'heure, vous n'êtes pas adapté. Donc, la consigne, c'est de dire, vous augmentez la vitesse de course de façon très graduelle. Vous passez de 12 à 12,5, à 13, à 13,5, à 14, semaine après semaine. Et de cette manière-là, dans 2 mois, je serai à 15 et je serai pleinement adapté à du 15 km à l'heure. Donc, le premier facteur, c'est la quantification du stress mécanique et on parle de quantifier l'ensemble des paramètres de votre entraînement. En ordre, souvent, l'erreur numéro 1, c'est le volume. J'augmente trop vite le volume. J'augmente trop vite la vitesse. Et après ça, c'est le dénivelé, principalement négatif, mais aussi positif. Intégrer le dénivelé de façon graduelle. Allez-y avec du 100 mètres de plus à la fois et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous préparer à cumuler tout ça. Vous avez 20 ans, vous allez être courbaturé, mais ça va mieux passer, vous allez mieux guérir. Mais si vous avez pris un petit peu plus d'âge, la transition va être un petit peu plus progressive, un petit peu plus lente. Par contre, à 20 ans, on se blesse abondamment parce qu'on exagère vraiment. Et on sait actuellement, au niveau des statistiques, que c'est 50 à jusqu'à 80% des coureurs qui se blessent à chaque année. Donc, clairement, on n'a pas trouvé la solution pour essayer de prévenir les blessures. Les gens, on quantifie d'abord et avant tout très mal leur stress mécanique. Pour moi, c'est 80% de la réponse à cette question. Et dans le 20%, les conseils que je pourrais donner sont d'ordre beaucoup plus biomécanique. Alors, je vais dire en numéro 2, faites des petits pas. Faites peu de bruit quand vous courez et portez des chaussures plutôt simples. Et bien évidemment, la chaussure, c'est si jamais vous commencez la course à pied, vous commencez immédiatement avec des chaussures d'indice minimaliste de plus de 50%, idéalement plus de 70%. Donc, on est ici dans des chaussures quand même pas mal minimalistes avec du 70%. Si jamais vous êtes habitué, comme on le disait tout à l'heure, à vos habitudes, et là, vous voulez courir votre 10, mais là, il faut savoir avec quoi vous voulez courir votre 10 km. Et il falloir vous habituer à cette nouvelle chaussure qui est aussi un changement. Ou si vous voulez courir votre disque avec les mêmes chaussures avec lesquelles vous vous entraînez, ben vous ne touchez pas à votre chaussure, si ce n'est que d'essayer d'avoir la même chaussure un peu plus légère. Les 2 paramètres biomécaniques donc, augmenter la cadence, faire peu de bruit quand on court, sont les 2 consignes qui augmentent les comportements de modération d'impact, c'est-à-dire qui vont vous amener à courir un petit peu plus léger. Et là-dessus, on a de la science intéressante qui montre qu'autant au niveau traitement qu'au niveau prévention, on pourra avoir un effet bénéfique. Donc, j'ai nommé la quantification du stress mécanique. J'ai nommé la technique de course avec la cadence et le moins de bruit. J'ai parlé de chaussures qu'il faut bien évidemment personnaliser en fonction de vos habitudes. Mais si vous êtes débutant, c'est tout de suite 70% d'indice minimaliste. Et j'enchaînerai ensuite avec le renforcement, qui est un autre aspect très intéressant pour la prévention des blessures et aussi, surtout pour la performance. Et je n'ai pas nommé le stretching et la souplesse. Je n'ai pas nommé plein d'autres choses qui sont pour moi la suite, mais qui sont beaucoup moins importantes. Quel regard tu as sur la tendance vers l'accélération aux grandes distances? J'ai l'impression qu'il y a un espèce d'effet de mode qui incite peut-être les plus jeunes, j'en ai reçu sur le podcast, qui ont envie d'aller sur des ultra-trails à moins de 25 ans,
voire même à moins de 20 ans. Est-ce que tu regardes ça avec inquiétude? Comment est-ce que tu réagis face à cette tendance? Alors, pour moi, il y a deux choses. D'abord, on s'est égaré anciennement sur les recommandations de distance par rapport à l'âge. Et malheureusement, encore aujourd'hui, la World Athletic puis les fédérations d'athlétisme ont des distances maximum à parcourir selon l'âge. Exemple, si j'ai 9 ans, je n'ai pas le droit de courir plus de, je crois que c'est 3 kilomètres en performance, en compétition. Et il ne faut pas que je fasse plus que 6 kilomètres d'entraînement de course par semaine. Par contre, j'ai le droit de jouer au foot puis d'aller courir sur un terrain de foot 5 kilomètres en l'espace d'1 heure et demie. Donc, il y a L'être humain et toutes ses contradictions. Voilà. Et donc, il y a vraiment, en fait, je comprends un peu pourquoi on a mis ça en place, en fin de compte, parce qu'il y a certainement, en fait, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est pour les coachs, c'est pour ceux qui vont pousser des enfants qu'il faut pas pousser. On sait que la spécialisation active est un très bon prédicteur de ne plus faire le sport plus tard. Il faut que les enfants s'amusent, il faut que les enfants aient l'envie de faire, mais jamais je freinerai un enfant qui a envie de faire des courses un petit peu plus longues. Exemple, des enfants de 10 ans qui ont envie de faire un 5 km. Clairement, pour moi, c'est pas un problème si ça vient d'eux et s'ils ont ce désir-là. Après, tu as des exceptions d'enfants qui ont un plaisir, et ils sont quand même rares, on va se le dire, de faire des longues distances ou de courir longtemps à basse vitesse. Parce que souvent, les enfants vont plus s'amuser à sprinter, se reposer et à faire de la variation de rythme et à jouer à la course plutôt que de faire des longues distances. Mais je connais quand même quelques ados qui ont ce plaisir de faire des longues distances, de découvrir du territoire. Et je suis très mal placé, moi, en fin de compte, pour critiquer cette partie-là parce que c'est mon désir actuel. Moi, ça fait des années que je cours sans chrono, sans montre, sans programme d'entraînement et je pars dans la forêt. Et la seule chose que je planifie, c'est de me faire de temps en temps des longues sorties avec des petits week-end shocks parce que je veux me préparer à quelque chose d'un peu plus long. Mais sinon, tout le reste, c'est déplanifié, c'est je cours comme je me sens. Et dans la mesure où ça serait ça pour des jeunes, qu'on se désire de faire des longues distances parce qu'ils ont envie d'explorer du territoire, ben, la seule chose que je leur dirais, c'est écoutez votre corps, soyez progressif et voilà. Je suis vraiment mal placé pour... Alors, à l'inverse, je pense qu'on s'est égaré sur les restrictions qu'on a mis par rapport aux distances. À l'inverse, actuellement, je m'interroge quand même d'où vient ce désir de faire des distances tout le temps de plus en plus longues. Et je parle de moi aussi. Hein, le dernier 65 km que j'ai fait, j'ai pas eu de plaisir. Hein, ça a été très difficile. C'était même la catastrophe. J'ai couru à l'île de la Réunion avec Thomas Laure-Blanchet qui m'a attendu tout le long, pauvre lui, et qui, en fin de compte, parce que ça allait pas bien, en fin de compte, ça a pris une éternité à faire la Mascareigne à l'île de la Réunion, le 65 km. Ça a été la course la plus longue que j'ai fait dans ma vie. J'ai déjà couru des 65 en la moitié du temps que j'ai fait cette course-là. Donc voilà. Et j'ai quand même présentement l'envie de planifier un 100 km pour mes 50 ans. Et pourquoi, je sais pas trop, mais j'aime aller dans la nature, explorer la nature et l'approche va être aussi quand même très différente dans le sens où c'est pas pour moi de la compétition. Je suis extrêmement mauvais sur les longs comparé à ce que je vivais sur les plus courts. Donc, quand je faisais du trail le plus court, c'est-à-dire du 20 jusqu'à 40 km, bon, j'arrive à être correct, tu sais, à faire quelque chose qui exprime ma valeur physiologique, je vais dire. Mais sur du long, je suis pourri, mauvais, mais pourtant, c'est quand même là que j'ai envie d'aller. Donc, ta question est quand même complexe. Si tu me parles de moins de 20 ans, je suis quand même un peu inquiet. Mais si tu me parles de jeunes qui... entre 20 et 30 ans, entre 20 et 25 font déjà des ultras, des longues sorties, ben, je sais pas. En fait, comme physiothérapeute, je pourrais vous dire que je ne suis même pas convaincu que c'est dommageable pour la santé. Je ne sais même pas dans quelle mesure c'est dommageable pour la santé que de faire des très longues distances comme ça. Moi, je pense que le corps s'adapte à peu près tout et que si on est progressif et qu'on arrive graduellement à ces distances-là avec une bonne préparation, moi, je pense que nos limites, en fin de compte, sont beaucoup plus loin qu'on le pensait.
C'est vrai qu'il y a peut-être une tendance aussi à juger ces jeunes profils qui vont vers des distances si longues par notre propre biais, par notre propre prisme de vie, et se Oui, dire moi, à son âge, j'aurais été bien incapable de faire ça. Oui, mais peut-être que toi, à son âge, tu n'avais pas le même vécu, le même passé, le même même expérience sportive, la même génétique. Tout un tas de paramètres. Donc, c'est vrai que c'est à prendre avec extrêmement de prudence et de bienveillance envers et la jeune génération. ouais, et tu sais, Guillaume Millet me racontait les histoires. Il était au micro pendant un UTMB la première fois où tu as Kylian Jornet qui fait l'UTMB et où tu as Olmo, en fin de compte, qui avait gagné, je pense, l'édition précédente, mais qui était comme un des favoris, bien évidemment. Et ils étaient tous en arrière de le micro en disant, oui, tu sais, l'ultra trail, c'est pour les personnes, quand on prend de l'âge, on devient plus performant en ultra trail parce que, bon, il y a des raisons physiologiques et même mécaniques, hein, nos tissus deviennent plus élastiques et il y a peut-être un peu plus il y a plus d'économie de course associée à notre profil de tissu, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un Kylian Jornet qui vient démolir tout le monde et qui, jusqu'à la presque toute fin de la course, personne n'y croyait en disant non, mais il va bientôt exploser, non, non, mais c'est bientôt la fin, non, non, mais attention, et que finalement, il gagne une TMB loin en avant avec. Et là, ça a un peu transformé finalement cette vision qu'on avait et ça prend toujours des contre-exemples pour nous remettre à notre place au niveau de l'humilité, au niveau de nos croyances, et même au niveau de la science, hein, pour nous montrer finalement que soyons prudents, d'avoir beaucoup de convictions très fortes quand finalement on en connaît très peu. Et d'ailleurs, ce sera, je pense, une de mes dernières questions. Il faut beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de pugnacité, de persévérance pour faire le travail que tu fais. Et j'ai un ami qui alors peut-être que c'est son éducation religieuse qui veut qu'il dise ça, mais il dit une phrase qui, moi, me drive au quotidien, ou presque. Il dit choisis ton combat, choisis-le bien. Parce qu'on peut pas être partout, on peut pas être bon et performant sur tous les sujets. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te drive? J'ai voulu te poser la question plein de fois pendant l'épisode, mais je me suis gardé pour la fin. T'anime parce qu'il faut quand même en avoir de l'envie, parce que j'imagine qu'il y a eu à plein de reprises, tu as dû te dire ah, c'est bon, j'en ai marre, je raccroche les wagons. Euh, qu'est-ce qui te drive comme ça depuis tant d'années? Euh, alors, moi, j'ai une passion pour la course à pied, c'est la première chose. J'ai une passion pour, tu sais, je suis devenu physiothérapeute, c'est pour aider des gens, c'est pour, j'ai cette envie de pouvoir guider certaines personnes dans leur convalescence et dans leur reprise de l'activité, dans le fait de sortir de leur tristesse de ne plus pouvoir courir et d'avoir des douleurs et essayer de les soulager. Et ça, c'est mon côté professionnel de la santé qui amène cette partie-là. Euh, et j'ai une troisième sphère dans ma vie qui est de plus en plus présente, qui est euh, l'aspect, je vais dire, collaboratif entre humains. C'est-à-dire que je gère deux entreprises avec d'autres personnes, bien évidemment, mais je suis propriétaire de deux entreprises qui est la Clinique du Coureur et Clinique de physiothérapie PCN. Alors, PCN, on est 14 cabinets, on est 200 employés. La Clinique du Coureur, maintenant, on est 63 à travailler dans le monde, mais on est 12 au Québec dans le core pour organiser tout ça. Et en fin de compte, les relations entre humains m'ont toujours fortement intéressé. On a développé l'entreprise qu'on appelle Affranchi, c'est-à-dire qui n'a pas de patron, qui n'a pas de boss. On travaille en cellule, on est collaboratif, on utilise l'intelligence collective et la créativité collective pour mener de l'avant des projets. On arrive à fonctionner, on a appris à fonctionner sans patron, donc sans hiérarchie décisionnelle. On prend des décisions collectives. Donc, il y a toute une partie de gouvernance-gestion qui m'anime actuellement, ce désir pour la course à pied et mon rôle de physio qui est plus aider les gens. Et en fait, ça m'amène à, tu sais, quand on parle de notre why à la clinique du coureur, en fin de compte, notre why, en fin de compte, tout le monde sait ce que la clinique du coureur fait. On donne des cours sur la prévention des blessures. On a une ressource éducative pour les coureurs qui veulent apprendre là-dessus. C'est ton histoire à toi.
le comment on le fait, c'est en diffusant les plus récentes avancées scientifiques, les gens commencent à connaître en fin de compte cette partie-là de nous aussi. Mais la raison, c'est pourquoi on fait ça. C'est quoi notre why? Et là, je vais mélanger mon why personnel au why de la clinique du coureur parce qu'il est très similaire en fin de compte. C'est parce qu'on croit au partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Et ce désir-là, en fin de compte, d'aider les autres, d'être des humains qui collaborent ensemble pour essayer de trouver les meilleures manières de faire et d'exposer un savoir qui est fiable dans un monde où les médias sociaux nous bombardent de bêtises, c'est ça qui nous drive. Alors, c'est pour ça que tout d'un coup, c'est pour ça que j'écris un livre, en fin de compte, vulgarisé, mais qui finalement expose les meilleures pratiques au niveau scientifique. C'est pour ça qu'on donne des cours aux professionnels. C'est pour ça qu'on tente d'influencer les autres sur ces pratiques et qu'on essaye de rentrer en contact avec les détaillants de chaussures, avec les compagnies, avec ceux qui ont des fausses croyances au niveau de la chaussure, parce qu'on a ce désir de changer les choses vraiment dans notre environnement. Et d'ailleurs, quand tu parles de ton livre, je crois que vous allez faire une mise à jour. Alors, en fonction de quand l'épisode sort, peut-être qu'il est déjà sorti. Alors, moi, j'avais lu déjà la première édition, la première version. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est il y en a pour tout le monde, en fait, et que c'est un bouquin, on peut le lire de façon très scolaire, page après page, mais on peut surtout aussi piocher les informations qui nous intéressent au moment où ça nous intéresse, et qu'il y en a un peu pour tous les niveaux. Si on est professionnel de santé, il y a des choses qui vont nous parler beaucoup plus que si on ne l'est pas. Moi, honnêtement, il y a des pages où voilà, mes connaissances étaient suffisamment limitées et je comprenais pas tout, mais j'en ai aussi trouvé des informations qui étaient ultra accessibles, et du coup, comment est-ce qu'on fait une mise à jour de ça? Tu as repris la littérature et puis mis à jour les données qui étaient plus à jour, c'est ça? Alors, d'une partie, oui, mais l'intérêt de ce livre-là est aussi d'avoir 50 experts, en fin de compte, qui sont dans le livre, qui sont des experts de leur domaine très pointus. Et on a, par exemple, Guillaume Millet qui nous explique le Weekend Shock. On a Grégoire Millet qui nous parle des causes d'abandon dans les ultra-trails. On a des Australiens, des Américains, des Européens de toutes sortes. On a des experts, en fin de compte, qui nous exposent leur domaine de recherche pointu de façon vulgarisée. Donc, ce livre-là a la richesse, en fin de compte, d'avoir 50 experts internationaux. Et quand je dis 50 experts, c'est pas des experts, c'est les plus grands experts de la course à pied dans le monde. Et ce qu'on a fait dans la nouvelle édition qui va sortir au mois de juin-juillet, en fin de compte, c'est d'aller chercher des nouveaux experts. On a Tim Noakes qui a écrit Law of Running, qui est la sommité dans le monde qui était le gourou de la course à pied dans le passé et qui, après ça, a parlé beaucoup d'hyponatrémie, d'hydratation dans les sports, des problématiques que ça amenait, a écrit un super livre qui est Waterlogged et qui maintenant a développé aussi le concept de gouverneur central, parle beaucoup maintenant de nutrition. Donc, Tim Noakes m'a fait quelques pages dans le livre, en fin de compte, pour exposer ses expertises de pointe, mais de façon vulgarisée. Alors, quand on dit vulgarisé, c'est sûr que c'est pas un roman. On est dans de la vraie... On essaye de mettre ça dans des mots compréhensibles, mais bien évidemment, on est dans l'explication de la science qui parfois alourdit un petit peu. Mais le livre, entrecoupé de tous ces experts, a des sections qui ont été aussi mises à jour sur des nouvelles connaissances, des nouvelles choses, mais qui sont beaucoup plus faciles à lire. Donc, la nouvelle édition, la deuxième édition, en fin de compte, a plein de nouveaux experts à l'intérieur. On a fait 7 nouvelles fiches de pathologie, donc comment traiter vos bobos. Et il y en avait déjà 23, il y en a maintenant 30. Et il y a plein de petites sections qui ont été rajoutées. Il y a une partie sur le sommeil, bon, etc., etc. Et ce livre, on l'écrit avec Fred Berg. Il y a Alexis Berg qui fait toutes les photos, donc il y a plein de nouvelles photos aussi. Et il y a Olivier Roy-Baillargeon et Mélanie Fournier aussi qui sont collaborateurs à ce livre pour faire un objet la nouvelle édition va être un objet encore plus intéressant que l'autre. Que vous pourrez avoir à la maison en papier. Maintenant, les livres papier deviennent de plus en plus rares, mais moi, je pense qu'il y a quelques livres comme ça qui valent la peine d'avoir et on est très fiers du produit qu'on est en train de finaliser.
C'est d'autant plus vrai avec un livre qui ne se lit pas vraiment, en fait, où on pioche comme ça les informations. On l'a tout de suite dans la bibliothèque. Je trouve ça beaucoup plus simple que. Alors, c'est vrai qu'on va pas y avoir accès partout où on soit dans le monde. Mais j'ai du mal, même si je suis très digital, j'ai déjà dit dans le podcast, à passer à cette version, des versions Kindle. Donc, la version papier a encore tout son intérêt, je trouve. Je te comprends, mais je suis peut-être de la vieille école aussi. Blaise, merci beaucoup. On a fait un joli tour de plusieurs questions. J'en aurais encore plein à te poser, mais on peut peut-être se garder ça pour un prochain épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé? Écoute, on a parlé de plein de choses. Quoi dire d'autre? Tu sais, on passe toujours beaucoup trop de temps, je trouve, sur la chaussure, mais c'est le sujet qui passionne le plus. On parle pas jamais assez souvent et de façon abondante de la quantification du stress mécanique dans la prévention des blessures. Moi, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que chacun des coureurs, si jamais vous voulez vivre une carrière de course, vous avez envie de courir longtemps, vous êtes passionné par cette activité, il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est la quantification du stress mécanique. Et vous pouvez apprendre tout ça, hein. Il y a des petites vidéos, il y a des petits trucs sur le site de la cliniqueducoureur.com. Vous avez un beau petit vidéo explicatif qui est en anglais, mais vous avez un texte en français, vous avez l'outil. Il faut que vous découvriez c'est quoi la quantification du stress mécanique parce que c'est 80% de la réponse à la prévention des blessures. Et si jamais vous êtes blessé, c'est aussi 80% du traitement de base de n'importe lequel des blessures de surutilisation. Et si jamais vous êtes professionnel de la santé, vous ne connaissez pas les cours de la clinique du coureur, il faut venir faire le cours 1.0 qui, dans une pratique de professionnel, est un game changer. Et je m'adresse autant aux médecins, aux physios, aux chiro, aux podos, l'ensemble des professionnels qui traitent le musculo-squelettique. Vous devez venir faire ce cours-là. C'est pas moi qui l'enseigne et en Europe, c'est rare que je l'enseigne. Je y vais encore de temps en temps, mais on a des groupes d'enseignants de très haut niveau qui sont vraiment des pros pour pouvoir vous donner l'ensemble des outils, des clés qui vont faire de vous des meilleurs cliniciens. Notre promesse de marque à la clinique du coureur, faire des professionnels des meilleurs cliniciens. Et on y arrive assez bien jusqu'à maintenant, donc ne soyez pas inquiets. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs intervenants qui sont déjà passés sur le podcast. Donc, si le premier, c'est celui-ci que vous écoutez, sachez qu'il y en a d'autres qui sont déjà sortis. Donc, il y a une belle série et d'autres à venir. Merci beaucoup, Blaise, pour ton temps, pour tes explications, pour ta transparence, ta franchise, ton honnêteté et tout ton travail aussi. Je te dis à très très bientôt et bonne journée. Pareillement. Salut, ciao, ciao. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettrail.com. À bientôt!